Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, on célèbre une fois de plus les entreprises de taille intermédiaire. D'abord parce qu'on a une journée spéciale sur BFM Business, puis ensuite parce qu'on a Philippe Dornano, le coprésident du METI, président de Sisley. Bonjour. Bonjour. Et alors, effectivement, les nouvelles qui viennent du front des ETI, qu'on reçoit très régulièrement sur ce plateau, sont plutôt bonnes. D'abord parce que l'optimisme semble de retour avec cette perspective de sortie de crise, même si on prend beaucoup de retard sur la vaccination en Europe. Bon, on va y arriver. Ensuite, parce que les chiffres, par exemple, que vous communiquez aujourd'hui avec la Banque Palatine, sont quand même très encourageants. Non seulement la moitié des entreprises de taille intermédiaire maintiennent leur projet d'investissement d'avant-crise, mais 33% veulent les augmenter après la crise. Pourquoi est-ce qu'une crise ferait que quand on a une entreprise intermédiaire comme la vôtre, on a envie d'investir encore plus? C'est très lié à la structure du capital des ETI. 70% des ETI sont des entreprises familiales ou des entreprises qui ont été créées fondées par leur actionnaire. Ouais. Et donc elles se projettent dans le temps long. Et en se projetant dans le temps long, elles saisissent les opportunités en période de crise. Elles n'ont pas de compte à rendre à court terme à des actionnaires avec des obligations de résultats de court terme. Et donc elles investissent au contraire en saisissant les opportunités en période de crise. Mais qu'est-ce qui fait... Ah oui, parce que vous vous dites, il y a une crise, donc forcément il va y avoir des recompositions, des rapprochements, donc c'est la croissance externe, c'est aussi la croissance interne parce j'imagine que la crise est un accélérateur de mutation et donc il faut investir. Oui, ou tout simplement elle se projette dans le temps long. Je vous prends la crise de 2009. Nous avons fait un de nos plus gros investissements en France, Sisley, en 2009. Ah ouais. On a posé la première pierre de notre centre logistique en région parisienne en 2009. C'était 65 millions d'euros d'investissement. Ouais. Si vous êtes une entreprise familiale et que vous vous projetez dans le temps, vous savez que la crise va passer et vous n'allez pas vous arrêter de travailler parce que la crise se produit. Et beaucoup de ces entreprises, du coup, ont continué à investir dans la période, ont, grâce aux aides aussi, notamment le chômage partiel, pu conserver toutes leurs équipes, et elles se projettent dans le temps, et donc elles vont pas freiner pour des raisons boursières ou parce qu'elles doivent doivent revendre l'entreprise, elles vont pas freiner leurs investissements. Elles sont en quelque sorte, et en ça elles sont très importantes, un airbag de l'économie, c'est-à-dire qu'en période de crise, elles sont un peu contre-cycliques, elles continuent quand elles le peuvent, pour celles qui le peuvent en tout cas, elles continuent à se... Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'on peut se dire qu'en période de crise on fait le dos rond, mais vous avez raison, hier on avait reçu par exemple le PDG de Peters Surgical, Thierry Herbretot, qui pareil nous a annoncé qu'il allait du coup en profiter pour repartir encore plus fort qu'avant la crise. On fait un sondage toutes les 2 semaines maintenant, depuis le début de la crise Covid, auprès de 800 ETI françaises, et 50% d'entre elles prévoient d'investir plus de 5 millions d'euros en 2021 et 25% d'entre elles prévoient d'investir plus de 10 millions d'euros en 2021. Donc on voit que c'est des entreprises qui se projettent dans le temps. Je crois que cette idée du long terme, c'est vraiment, pour une grande partie des ETI, la caractéristique de cette catégorie. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes par ailleurs président de Sisley, est-ce que vous m'avez dit qu'en 2009 vous avez fait un gros investissement, est-ce qu'en 2021, même situation, grave crise, est-ce que vous allez investir? Alors je ne voudrais pas non plus qu'on investisse qu'en période de crise, non. Mais effectivement on prévoit d'investir sur nos 2 sites en France. La baisse des taxes de production qui a été annoncée par le gouvernement y est aussi beaucoup, en plus elle est centrée sur l'industrie. Nous sommes une entreprise qui produit en France et qui de là exporte dans le monde entier. On va investir 25 à 30 millions d'euros sur notre site de Blois et 25 à 30 millions d'euros pour étendre notre site de Saint-Ouen-l'Aumône. Autre bonne nouvelle, là, c'est l'étude de Business France sur les investissements étrangers en France. Ils ont bien résisté l'an dernier, ils ont un peu baissé, c'est normal, mais pas tant que ça finalement. Ils ont créé beaucoup d'emplois, 35 000, c'est encore un record. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur les grandes mégalopoles, ni sur Paris, ni sur les autres métropoles de notre pays, mais à 70% dans des villes de moins de 200 000 habitants et à 40% dans des villes de moins de 20 000 habitants. Oui, ça montre d'abord l'attractivité de notre pays. Ouais. On a un potentiel entre les mains qui est extraordinaire. Ça montre aussi qu'on est malheureusement le dommage qu'on a subi dans ces 30 dernières années en perdant un très grand nombre d'ETI par rapport à nos voisins européens. Ouais. Je rappelle 5 600 ETI en France contre 12 500 en Allemagne et 10 500 en Italie. Mais il y a un potentiel formidable et il faut aussi rappeler que ces ETI, c'est 70, tout comme les investissements étrangers dont vous parlez, c'est 70% des investissements hors de l'Île-de-France. Donc c'est tout le tissu économique de nos territoires qui est fait par ces entreprises, d'où l'importance
comme dans nos pays, dans les pays comme l'Allemagne ou l'Italie du Nord, d'avoir un maillage fort et d'avoir cet objectif de reconstruire ce tissu important d'ETI. D'autant plus qu'on voit que chez les ETI, il y a une surreprésentation de l'industrie par rapport à la moyenne nationale. Il y a 35% d'ETI industriels. Un peu plus du double. Oui. C'est ça. Et donc, du coup, cette reconquête qui est si chère au cœur du gouvernement et à notre cœur à nous aussi, c'est-à-dire de ne pas décrocher en matière industrielle, ça passera par les ETI. Ça passera par les ETI et ça passera aussi par cette défense que ces entreprises font de nos savoir-faire. On parle de nombre d'entreprises, on parle de chiffres d'exportation, mais ce qu'il faut aussi défendre dans notre pays, c'est la maîtrise de nos savoir-faire. Et je pense que la crise Covid l'a bien montré. On a vu qu'on ne pouvait pas faire de tests, on n'avait pas de masques, on n'était pas capable de faire face à des situations particulières, on n'était pas capable, notre pays, d'avoir une certaine indépendance. Et ça, c'est de nouveau, quand on voit justement ces investissements étrangers dont vous parlez, c'est pas du tout une fatalité. Il ne faut pas croire que c'est lié à la mondialisation, à la Chine, etc. D'autres pays européens arrivent, avec les mêmes conditions que nous, à faire mieux, même nettement mieux. Et donc, on voit que... je l'espère, d'ailleurs, nous l'espérons tous, les chefs d'entreprise, que cette crise Covid, elle va peut-être aussi, d'un mal un bien, être une étape vers une prise de conscience et vers un certain nombre de modifications qui vont nous permettre de retrouver ce tissu d'entreprise forte et cette protection de ces savoir-faire indispensables à notre indépendance. Un déclic donc, et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a beaucoup de secteurs où on s'est aperçu qu'on n'avait pas les produits, et en même temps on a constaté une grande souplesse, une grande réactivité des entreprises pour reconvertir des lignes de production, pour changer de braquet, pour changer de stratégie, pas seulement sur le e-commerce, même en termes industriels. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises ont découvert qu'elles pouvaient faire des choses qu'elles pensaient avant impossibles. C'est peut-être ça qui va nous, dans l'après-crise, nous permettre de repartir différemment. Oui, même une grande solidarité. On parle toujours des mauvaises nouvelles, mais en réalité, ce qui a été très frappant, et nous on l'a vu en poursuivant notre production en période de crise, il y a eu dans les territoires une très grande solidarité, une très grande aide. On a, nous par exemple, fabriqué du gel hydroalcoolique. On a des consultants qui nous ont proposé de nous aider à monter les lignes, puisqu'il y avait des règles d'explosivité qu'on n'avait pas. Il y a un grand groupe étranger qui nous a proposé de nous donner des packs, puisque pour conditionner le gel hydroalcoolique. Il y a eu toute une chaîne, les collectivités locales qui venaient chercher les gels pour les EHPAD qui étaient en difficulté. Cette solidarité, elle a été très frappante, on l'a très fortement ressentie. Ça a aussi été une solidarité à l'intérieur de nos entreprises, entre les équipes. Il a fallu faire preuve d'un peu de courage au début et on a tenu bon. Et je pense que ça explique aussi, c'est ce que je dis en tout cas à mes équipes, ça explique aussi les résultats résilients qu'on a eu. Les ETI n'ont baissé que de 6% en chiffre d'affaires. Alors c'est quand même impactant. Et puis certaines d'entre elles sont plus en difficulté que d'autres. Mais il y a vraiment eu une résilience qui est, elle, effectivement prometteuse pour l'avenir. Quel est, du coup, l'état financier des ETI ? J'ai vu que 2 tiers avaient demandé notamment un PGE, mais que 60% ne l'avaient pas du tout consommé. Est-ce que la situation financière est suffisamment solide pour justement tous ces projets d'investissement ? Je dirais que vous avez une petite partie d'entreprises qui fonctionnent très bien dans la période de crise parce qu'elles ont des activités qui correspondent. La grande majorité des ETI qui est impactée, qui est touchée, qui a demandé un PGE, qui ne sait pas encore exactement comment elle va l'utiliser. Si elle va utiliser la norme moratoire supplémentaire ou pas. Qui s'est un peu plus endettée, qui a perdu des résultats d'exploitation. Et puis vous avez 15% des ETI qui sont gravement touchés, qui sont elles très touchées. Il y a des secteurs on les connaît, qui sont très très fortement touchés par le tourisme, l'aéronautique. Et là, par contre, elles sont plus en difficulté. Elles ont plus besoin d'être un peu aidées à passer le cap. Mais nous, ce que nous plaidons, c'est vraiment d'utiliser cette période, difficile, pour aussi se poser la question sur le travailler et produire en France. C'est-à-dire, est-ce que nous reconstruisons collectivement cette idée du travail et de la production en France? Est-ce que nous nous attaquons au sujet des taxes de production? Le gouvernement a commencé à le faire, mais il l'a fait pour 1/3 de l'écart avec l'Union européenne. Est-ce que nous nous reposons collectivement la question? On a un pays qui est formidable, on voit qu'il est attractif. Comment est-ce qu'on peut faire pour, de cette crise, sortir avec peut-être des nouvelles solutions qui nous permettront de reconstruire ce tissu économique et aussi ce tissu économique dans nos territoires? C'est intéressant de vous écouter parce que, et c'est souvent le discours des ETI, il y a un discours plus volontariste en matière de relocalisation, d'investissement industriel que ce que j'entends des grands patrons. C'est vrai.
qui ont une vision, et c'est normal, on les comprend, plus globale, plus mondiale, et qui se disent qu'après tout, ces discours de relocalisation, c'est pas forcément pour eux, parce qu'ils ont une allocation de leurs actifs un peu en fonction, évidemment, des intérêts de chaque pays, de chaque zone géographique. Chez vous, chez les patrons d'ETI, il y a une fibre un peu plus patriotique. J'ai tort ou pas? Je pense que surtout les grandes entreprises, elles ont intégré que le site France n'est pas compétitif. Et elles ont la capacité, parce qu'elles sont internationales, alors les ETI le sont aussi dans une certaine mesure, elles ont la capacité à arbitrer. On ne peut pas même leur en faire le reproche. Non, mais non. Dans des secteurs parfois très compétitifs, elles doivent produire de manière compétitive, sinon elles vont être en difficulté. Donc elles l'ont intégré. Et d'ailleurs, un chiffre pour confirmer ce que vous dites, les grandes entreprises françaises investissent 2 fois moins, leurs sites sont 2 fois moins dans leur propre pays que les grandes entreprises allemandes en Allemagne ou les grandes entreprises italiennes en Italie. Donc les entreprises, on peut s'en réjouir ou pas, les grandes entreprises françaises sont plus internationales que... Elles investissent moins sur le site France. Et la vraie question, la question qu'on doit... Alors les ETI, c'est des PME qui ont grandi, elles sont beaucoup plus implantées sur le site France par construction. Mais elles y croient plus aussi. Mais aussi parce qu'elles ont grandi sur le site, elles commencent à être internationales et elles sont donc très exposées. 1900 ETI industriels payent 55% des taxes de production. 1900 ETI industriels payent 55% des taxes de production. C'est donc un sujet, et je pense que collectivement, il faut surtout se dire, ce site France, il faut qu'on le rende compétitif. On n'a aucune raison qu'il ne soit pas. Des pays comme l'Allemagne, qui ont les mêmes sécurités sociales et avantages sociaux que nous, ont un site compétitif. Et de rendre ce site compétitif en France va découler, à mon avis, et à notre avis à tous, un vrai intérêt pour l'ensemble de notre pays. Merci beaucoup Philippe Dornano, président de Sisley, coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, et donc journée consacrée ETI aujourd'hui sur BFM Business.